Donc le plancher il est fait, ce plancher il est fait, ça c'est pas encore fait. Pour l'instant la structure n'est pas encore serrée, donc du coup elle bouge encore un tout petit peu, c'est un zérage. On avait chiffré le poids de la structure. Ouais, c'est bien exact. C'est entre 600 et 700 kg. Avec le bois? Non, c'est le bois. C'est que le métal que je vais compter. Donc, 655. Les points d'appui sur la structure, ils sont également répartis, ou c'est plat, ou tu veux dire en dessous, ouais. La structure posée, ouais. Elle répartit son poids à quel niveau? Sur le périmètre de la structure? Sur le... Que le périmètre. L'intérieur, donc les traverses que vous avez fait, ça pose pas. Bah si, non, ça pose. si. Si ça pose, Sur la totalité de la surface. Donc le bras, moi j'ai des idées, mais... Donc la vocation de ce bras, c'est quoi? Alors, des approches, Ouais. essentiellement des approches. Donc, pour déjà les disciplines de cirque, donc j'ai une corde sangle, déjà, et peut-être accrocher, donc là ça va dépendre de la solidité, des choses comme ça, accrocher un filet. Dans lequel il y a quelqu'un? Non, un filet qui peut ou travailler, oui, qui peut y avoir quelqu'un dessus. Donc, ou qui peut nous servir comme technique tissu, des choses comme ça. En gros, moi je pensais, donc, parce que là sur la structure réelle, là aussi on a les garde-corps ici. Oui, Donc, oui, c'est le deuxième plancher avec les deux petits trucs. Et donc moi je pensais le mettre derrière, donc faire ces poteaux, ces tubes verticaux qui viennent derrière les garde-corps, faire passer l'articulation du bras juste au-dessus de ça, en fait, quelques centimètres au-dessus, et donc plus le centrer par rapport à la structure. Donc là il est sur le côté, mais plus le centrer pour qu'il arrive plus vers le centre de la piste. Et donc voilà, et après l'accroche descend, elle est au bout du bras. Enfin, tout m'intéresse, mais pour l'instant, j'ai bloqué pour l'instant pour me dire si j'ai ça comme ça, bah, c'est parfait, je sais ce que je fais. Si j'ai d'autres choses, pour que je ne me disperse pas. De faire passer voilà, la viande dans 2 points. Et après, donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un système de contrepoids directement là, derrière le bras, ou plus loin. Et donc après, la guinde donc, passerait là, derrière un autre tube comme ça, surélevé, qu'on va rajouter, à hauteur du toit, après. Passerait par là pour redescendre au sol, pour venir s'arrêter. Mais, donc là, c'est ce qu'on discutait la dernière fois, on n'a pas réussi trop à se comprendre. Moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait une espèce d'équerre articulé de coude qui va venir bloquer le bras quand il arrive à sa position maximale. Mais donc ça, moi j'ai des idées dans ma tête, mais on n'a pas trop réussi à... Parce qu'il faut que ça puisse se bloquer, puis aussi après se baisser et revenir en position basse. C'est le poids de la personne plus de la graine multiplié par 5. Si. C'est par 5, c'est pas le matériel. Par 7 pour le ballon, par 5 pour le... Non, je t'assure. Donc après, bon, mais c'est déjà ça, c'est déjà beaucoup. Donc ça veut dire, tu prends Céline, elle fait 75 kg, plus sa corde, son truc, 90 kg multiplié par 5, t'es à 500 kg. Voilà, donc 500 kg. Plus ici, on a notre 600 plus 800, etc. Plus le poids du bras, de la structure, etc. Plus le lest qui va être juste derrière.
ça met une espèce de charge conséquente, quoi. La piste, elle n'a pas été vraiment pensée pour un truc, tu vois. Ni le bois, ni tout ça. Ça veut dire qu'il faut renforcer tous les plateaux en dessous. Bon, c'est assez. Alors que, en déplaçant ça sur le parvis, là, on va être sur une stabilité de sol. On va avoir aussi, tu vois, un autre. On va la voir autrement. En extérieur, la muraille, le truc. Est-ce qu'il y aura un principe, tu vois, peut-être pour faire des contre-charges derrière la muraille, ou j'en sais rien. C'est des choses. Alors j'entends bien hein, que c'est mieux de travailler une seule fois sur les choses et puis d'arriver à un truc pérenne, mais je suis pas sûr que ce soit adaptable sous le chapiteau et ensuite exploitable directement sur la structure. Est-ce que le bras doit manœuvrer pendant qu'il y a la personne? Ou est-ce qu'on le fixe et après? Alors là, parce que si ça manœuvre, ça va être. Là, ça risque de créer des super frottements. Parce que là, les forces, elles vont être là. Hein. C'est clair. Hein. Là, on va être en compression, on va être en appui sur la structure. Enfin, c'est pas inquiétant. Hein. Le poids, il va être. Alors, plus ça s'adora, plus il y aura une partie du poids qui sera prise sur le tube. Après, donc là, j'ai demandé à Karine pour les sangles. Donc évidemment, il disait, il va s'adapter. Si c'est juste la sangle qui bouge, voilà, il va s'adapter. Mais si c'est le bras qui peut bouger, c'est mieux. Ben, c'est mieux. C'est mieux si c'est pas une usine à gaz derrière. Ça va dépendre du... Ce que je disais, le problème, c'est que pour tirer comme ça, en tirant avec des fils comme ça, là, ça demande un... Enfin, ouais. Il y a un moment, il y a une phase là, quand c'est en bas, qui est très dure. Après, une fois que ça commence à être comme ça vient tout seul. Mais là, toute cette phase-là, parce que tu tiens par là quand même, hein, ton fil, tu vois, on va tirer par là comme ça. Ouais. Donc là, tu vois, ça va pour tirer quand tu as un angle très faible, tu vas. Mais ça, c'est pas moi qui le. Quoi. Moi, potentiellement, voilà, le bras, il va de en bas jusqu'à en haut. Après, ça, c'est de la mise en scène en fait. Est-ce que Karine va vouloir commencer le spectacle et le bras il est rangé en haut, on ne fait même pas attention et on y fera. Et après, on voit. Voilà. Alors après, il y a une technique qui peut être aussi utilisée. Si on doit le ranger en bas et le décoller, c'est de faire un bras de levier ici, tu vois, comme ça là, et tu commences à engager avec un fil qui tire comme ça. Il a besoin d'avoir un bras déjà sur scène pour voir qu'est-ce qu'il va faire avec. D'accord. C'est un peu ce qu'il va faire avec, mais oui, enfin, dans l'ordre du spectacle. Oui. Tu sais, c'est aussi une écriture où les numéros là, ça commence à avoir voilà, l'ensemble, mais il y a des choses des fois qui bougent un peu dans le sens, en réagence. C'est quoi la problématique qui reste à résoudre pour le bras en fait on a le principe des accroches. Ça, c'est un problème. Il m'a essayé, a priori ça marche. Ça fonctionne avec le bras, le faux bras là. Et ça se pilote facilement. Par les cordes en bas. Juste, il faut que le bras soit pas plus lourd. Il va l'être. En fait, on va rajouter. Là, tu avais un tube simple pour essayer. Et l'idée, c'est qu'il soit triangulé pour avoir plus de résistance. Moi, c'est pas vraiment visuel. Ça s'intègre de toute façon au chantier. Quoi. Mais du coup, ça va rajouter du poids. Et est-ce que cette résistance que va donner la triangulation, elle est nécessaire par rapport à la pratique des accroches ou pas? Est-ce qu'on a besoin de ça? Ou est-ce que déjà avec un petit tube tout simple, ça oui, ça marche. Donc en fait, c'est purement... apparemment, c'est pas en termes de résistance. Bah, il y a le poids après de la personne quand même. Ouais. Ça, vous l'avez essayé avec quelqu'un? Non. Non,
Alors, moi, je suis Caroline Frachet, je suis scénographe. Et donc, j'ai rencontré Karim Troussy à Grenoble, dans les bureaux de sa compagnie. Je l'ai rencontré par le biais de l'ANSAT, par Brigitte Vidil qui m'a mis en contact avec Karim. J'ai rencontré tout de suite Karim et Émilie, la dramaturge du spectacle. Voilà, donc maintenant nous voilà au Maroc. J'avais fait une maquette quand on était à Grenoble, donc avant de venir, sur laquelle on s'est mis d'accord assez vite. Et donc là, c'est ce qu'on a construit. Aujourd'hui, on va dire que c'est le premier jour où je vois la scénographie dans son ensemble, presque. En tout cas, j'ai tous les éléments quasiment, qui ne sont pas finis, mais qui sont là dans l'espace. Et donc où j'en suis, c'est de voir comment ça va être utilisé vraiment en jeu au plateau. Parce que pour l'instant, je sais certaines choses, mais pas toutes, parce que le spectacle est en train de s'écrire au fur et à mesure. Donc la question pour moi aujourd'hui, c'est quelle modification il va y avoir s'il y en a. Après, les enjeux, quels étaient les enjeux pour moi? C'était d'adapter une idée d'un univers esthétique, enfin pas seulement d'un univers esthétique, mais du lieu dans lequel se raconte l'histoire du spectacle, et de l'adapter vraiment pour la pratique du cirque. Donc en fait, je suis arrivée ici avec ma maquette et on a parlé vraiment avec les acrobates. On s'est tous mis autour de la maquette pendant une journée, à commencer à vraiment échanger sur comment allait être utilisée cette tour. Donc j'ai redessiné certaines parties de la tour de sorte qu'elle puisse être vraiment un agrès de cirque. Donc les acrobates, ils m'ont fait des petits dessins, des croquis, pour faire des propositions sur eux, ce qu'ils avaient envie de faire avec, comment ils m'ont expliqué comment ils travaillaient avec leur corps sur ça, qu'est-ce que ça leur permettait déjà de ce qu'ils projetaient à travers la maquette. Et donc après j'ai redessiné sur plan les modifications. Et c'est ce qui a été construit. Et voilà, maintenant il faut voir comment ça interagit. Alors, par rapport à la proposition initiale, c'est pas que ça pouvait pas marcher, mais c'est que ça offrait moins de possibilités. En fait, c'est le bas de la tour où il y avait simplement des diagonales sur les faces. Et donc, en commençant à travailler ici, il y avait une espèce de cage qui servait au stockage du bois et du métal. Et donc ça, en fait, il commençait à travailler au plateau avec, juste pour s'entraîner parce que ça donnait une verticalité. Donc il commençait à faire des choses avec ça. Et du coup, là, déjà, moi, j'ai commencé à me dire, en fait, les dessins de cette cage, ils sont peut-être intéressants à intégrer à la tour. Et puis, en fait, eux, ils m'ont vraiment demandé des formes qui ressemblaient à ça, aussi d'intégrer des tubes ronds pour les mains. Et alors que moi, j'avais que du carré ou du rectangulaire, etc. Et voilà, donc ça a été d'intégrer ces tubes ronds avec 4 faces différentes, donc une diagonale, les 2 parallèles, verticales, la croix, et une autre ouverte qui permet des entrées et des sorties en flip, etc. Donc c'est juste que ça leur offrait plus de possibilités à chacun dans leur spécialité. L'idée du bras mobile, c'était vraiment... c'est arrivé en fait des images d'inspiration. Donc la tour, elle est inspirée à la fois des miradors, des cabanes de pêcheurs sur pilotis. Et donc dans les cabanes de pêcheurs, par exemple, il y a ces longs bras qui ressemblent, qui ressemblent aussi aux grues ou à des choses comme ça, qui tiennent les filets de pêche. Du coup, comme ça se situe, le lieu que j'ai choisi, c'est un vieux port. Et donc ça ramenait à toute cette machinerie portuaire, les cabanes de pêcheurs, etc. Et là, donc, il y avait ce bras articulé, et en fait, en
voyant ça, je me suis dit, ça pourrait s'intégrer à la scénographie et devenir une accroche pour les sangles, les cordes, puisque un des enjeux de cette scénographie, c'était d'intégrer vraiment les agrès à la scénographie et que ça puisse être autonome. Parce que là, on est sous le chapiteau, mais après, comme ça va jouer à Carasena en août, on sera dehors. Et là, il faut que les agrès fassent partie de la scénographie. On n'ait pas besoin de les accrocher sur le chapiteau. Enfin, voilà. Donc en fait, c'était le bras, c'est venu à la fois d'un univers esthétique du lieu et en même temps d'une contrainte technique qui était de créer une structure autonome et des agrès dans la scénographie. Donc c'est après la gamme colorée et de matière, etc. On est sur de la rouille, on est sur des patines de bois usés comme les bateaux en bois qui traînent dans les ports de pêche ou comme on peut voir là à Salé à côté quand on va vers Rabat. Avec des couleurs assez vives mais qui sont repeints et puis d'autres planches qui sont usées. Donc, moi j'ai choisi de partir plus dans des bleus, gris qui viendront se détacher du sol qui est très blanc, très clair. Et c'est vraiment pour créer un contraste coloré entre ces éléments qui vont prendre de la hauteur, qui vont donner du volume, et le sol qui, lui, au départ, doit être très propre et qui, au fur et à mesure du spectacle, va se dégrader, va laisser apparaître des déchets. Donc c'était vraiment pour contraster entre ce qui va devenir un peu sale sur ce sol blanc. Donc le sol, donc ce qu'on se raconte, c'est que les gens qui habitent à côté de ce vieux port qui a été laissé à l'abandon, un port industriel, vont venir habiter ce lieu et recréer leur plage. Et pour recréer leur plage, faut qu'ils ramènent quelque chose qui va remplacer le sable. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que ça soit pas réellement du sable au départ, parce que on parle aussi d'une thématique écologique et actuellement dans le monde, il y a un phénomène qui est la disparition du sable parce que c'est énormément utilisé en construction et qu'il y a des entreprises, etc., qui vont jusqu'à voler le sable dans les océans, etc. Donc, j'avais envie que ce sol, ça soit pas tout à fait un sable de plage comme on trouve habituellement sur la plage. Donc au début, j'ai fait d'autres propositions de liège, de petits bouts de papier ou de sel, ou de choses comme ça. On s'est retrouvé avec des contraintes. Par exemple, on voulait mettre du sel au sol. Ici, on ne peut pas parce qu'il y a trop d'humidité et que ça va faire de la soupe. Donc après, il y a eu d'autres idées, mais qui sont toujours confrontées à cette contrainte d'humidité, aussi de coûts financiers, de couleurs, puisque ce qui est important, c'est vraiment que le sable soit clair, donc pas qu'on se retrouve avec un sable marron. Et donc là, finalement, après plusieurs essais, on a décidé de prendre un sable de piste équestre, donc qui n'est pas tout à fait comme le sable qu'on trouve à la plage, qui est très blanc. Et comme j'ai quand même cette volonté que ça ne soit pas un beau sable de plage, on va le mélanger avec de la paille et des copeaux de bois pour que, en fait, au départ, quand le public rentre, le sol est clean, c'est blanc, on dirait vraiment un sable propre, d'une belle plage sur laquelle on arrive. Et puis en fait, très vite, au fur et à mesure du spectacle, on se rend compte que en fait, il est mélangé à d'autres choses. On a un peu reconstitué ce sol-là, c'est pas une plage normale. Et puis il va être dégradé par les déchets qui seront enfouis. Maintenant, ça va peut-être. Il y en a qui sont aussi intégrés au costume. Est-ce que c'est des choses des éléments qu'on va défaire et qui vont au fur et à mesure être déployés au sol? Est-ce que c'est des choses qu'on va ramener de l'extérieur? Ça, c'est pas encore défini en fait, parce que
faut qu'on voit les scènes, comment elles s'écrivent. Je sais pas. Mais l'idée, c'est qu'au départ, le sol et l'espace est clean. Le gardien, il ratisse au centre comme un peu dans les jardins zen, tu vois, en rond, comme ça. Il fait des marques sur le sable. Et puis, au fur et à mesure du spectacle, ça devient chaotique, ça devient un peu un terrain de guerre, jusqu'à la fin, où il y a une montée en puissance d'une bataille peut-être de déchets. Voilà. Du coup, moi c'est Léa Emonet, je suis costumière, donc là je viens de finir mes études de costume. Et donc je suis conceptrice et réalisatrice sur Playa. Alors en fait j'ai rencontré Karine Troussy grâce à l'ENSAT. C'était donc en décembre, fin décembre, on nous a proposé d'aller découvrir une école de cirque qui montait le Songe du Nuit d'été. Donc c'est la pièce qu'on montait aussi à l'ENSAT. Et donc on nous a proposé d'aller visiter l'école et d'aller voir la pièce. Et on est parti, donc on a vraiment, en 3 jours, on a fait énormément de choses. Donc on a pu avoir un petit aperçu de ce qu'était le Maroc, ce qu'était l'école ici, leur manière de travailler. On a rencontré toute l'équipe et ça a été un véritable coup de cœur et aussi une énorme frustration de ne pas pouvoir travailler sur le projet parce qu'il était déjà fini, mais même de ne pas pouvoir travailler avec les élèves qui étaient vraiment en demande de conception costume, sonore, etc. Et du coup, quand j'ai vu Karim en juin, il m'a dit qu'il montait Playa et qu'il avait besoin d'une costumière et qu'est-ce que je faisais l'année d'après. Et du coup, j'ai dit Banco, moi j'adorerais travailler avec lui déjà. Et en plus, travailler avec tous les acrobates qu'on avait rencontrés et qui étaient vraiment chargés d'une motivation et d'une énergie incroyable. Et c'est ce qui m'a fait dire oui. Mais en vrai, je ne savais pas du tout. On savait que ça allait être sur la plage, avec les différents aspects de la plage. Et donc, questionner l'écologie, l'aspect social aussi, de dévoiler son corps au Maroc, etc. Et aussi, c'était avec cette vision marocaine de la plage. Donc, ça a incité de vraiment une immersion dans le pays et qui, moi, m'a directement transportée. Et aussi de travailler sur le cirque, donc sur des acrobates. Et en fait, en costume, c'est une partie du métier que j'ai presque pas vue. Donc moi j'ai fait, je viens à la base d'une formation de DMA costumier en 2 ans. Avant j'ai fait un CAP couture orienté spectacle en 1 an. Et encore avant j'ai fait une mise à niveau en art appliqué. Et entre temps j'ai fait l'ENSAT en couple. Et voilà, donc sur 4 ans de couture, on a presque jamais abordé le costume
dans le cirque en fait. Alors que on nous a toujours dit que c'était un peu la bête noire des costumiers, parce que ça demande énormément de contraintes techniques, voilà. Et il y a en plus de ce challenge esthétique, mais c'est vraiment que les acrobates doivent être bien dans leurs vêtements et qui demande une hyper adaptabilité du vêtement sur le corps pour permettre des ampleurs de mouvement parfaits, quoi. Et donc ça, j'ai pas abordé, et donc ça me met un peu en danger, on va dire, parce que je ne sais pas du tout lever. Mais sur cette création, donc il y a Ouria qui est la costumière et couturière de l'école, qui va travailler avec moi et on va faire les costumes. Alors, donc en fait, on est venu 2 semaines, il y a 1 mois, pour une semaine de création. Donc on n'avait pas grand chose, mis à part toujours ce thème playa qui est quand même hyper large. Et on avait aussi une idée de scéno. Au niveau de la dramaturgie, il y avait des idées qui apparaissaient, mais pour l'instant rien. Donc on n'avait pas de personnage, vraiment rien. Et bon, moi en costume, j'aime bien me rattacher à des personnages, à une psychologie, etc. Et donc il y avait, Karim avait des envies. Et certaines envies comme un chapeau burqa cabine de plage, par exemple. Donc voilà. Et donc j'ai fait des prototypes pour travailler dessus. Et aussi de travailler sur le hake. Donc le hake, c'est le tissu avec lequel se nouent les femmes pour se voiler. Et ça fait aussi ça permet de recouvrir un vêtement, etc. Et donc pendant une semaine, j'ai travaillé, donc pas mal échangé avec Ouria, avec des étudiants pour savoir eux comment ils percevaient le hake, comment ils le portaient, donc voilà. Et à la fin de la semaine, on a expérimenté au plateau, donc les prototypes de chapeaux burqa, donc on a réutilisé des jupes que Ouria avait fait grâce à cette expérience au plateau. En est sorti plein d'autres idées et de choses intéressantes que là je suis en train de retravailler, et donc je repense pour ma conception. Et en fait, créer des espèces de monstres un peu fantomatiques, etc. Et du coup, Karim, à partir de ça, a créé la scène des djinns, donc des petits monstres marocains, enfin, c'est des esprits qui vont venir hanter le plateau. Et ça va être l'occasion de aussi amener des éléments de récupération. Et donc de faire ces monstres avec ça. Et donc là, en ce moment, on travaille dessus. Et ce qui était très intéressant aussi, et ce que je voulais mettre, parce que Karim, lui, il part du principe où c'est un chantier spectacle, donc on est fraîchement sorti de l'école. Et en fait, c'est de nous amuser à fond et d'expérimenter à fond. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est apporter des éléments du costume, et qu'à partir du costume, se créer des choses. Et du coup, là, il y a une fusion parfaite, je trouve, entre ce que va faire l'acrobate et le costume, vu que tout est né à partir du costume. Donc là, on est en train de faire les chapeaux, donc c'est les chapeaux de pêcheurs. Donc on part de chapeaux traditionnels marocains. Et en fait, les bords sont assez courts, et nous, on aimerait faire des grands bords pour vraiment que la carrure de l'acrobate disparaisse sous le tissu qui va venir tout autour du chapeau. Et donc on doit refaire une structure de chapeau et agrandir les bords et rigidifier toute la structure pour que ça tienne. Aussi, on a des contraintes avec le chapiteau et le lieu dans lequel il est, donc à côté de la mer, c'est très très humide. Donc bon, là c'est du papier mâché, mais on va le renforcer, essayer de trouver de la résine pour que ça puisse tenir et pas prendre l'humidité. Et puis on va faire ça, et voilà, ça va bien se passer. Et là, on est en train de faire une autre silhouette de jean. Donc pour les jeans, ce que je voulais faire aussi, c'est vraiment partir des silhouettes un peu traditionnelles marocaines, qui reviennent sans cesse dans le paysage marocain, et en faire et les transformer un peu pour créer des monstres avec des déchets, etc. Enfin, beaucoup de matériel de récupération, parce que ça, j'y tiens,
et vraiment travailler la matière et partir de cette matière un peu conventionnelle, en fait, et fusionner avec des formes marocaines pour que le public puisse aussi tilter et que ça l'emmène vers un imaginaire qu'il connaît un peu, quoi. Et donc voilà, donc c'est la djellaba remplie de fils de tissé avec du fil des lamelles de sa poubelle. Et voilà. Et ça, je pense qu'il va y avoir vraiment une écriture qui va se faire au plateau avec ce costume-là, parce qu'il impose une gestuelle particulière, et une gestuelle parce que le mouvement est complètement décuplé par toutes ces bandes. Et là, en plus, je pense que ça va faire aussi travailler les acrobates, qui vont plus forcément être dans une performance acrobatique, mais vraiment, ils vont devoir se regarder par rapport au regard des autres, parce qu'ils vont être dans le costume, ils vont pas se voir, et du coup être constamment en miroir, de le faire essayer à son copain, etc., pour voir ce que ça donne, et l'ampleur du mouvement que ça crée, quoi. Parce que c'est complètement différent et aussi éprouver autrement le costume, parce que le sac poubelle, c'est du plastique et ça fait énormément transpirer, c'est très agréable. Donc à voir aussi avec ça. Et ça va être assez intéressant. Et je pense que les silhouettes de jeans qu'on est en train de créer vont un peu les faire sortir de... parce qu'ils vont être... Enfin, leurs corps vont disparaître. Donc on va plus être focalisé sur leur corps, mais sur ce que crée leur corps en mouvement. Donc ça peut être assez intéressant. Et après, pour les autres silhouettes, donc les silhouettes de personnages un peu plus conventionnelles, moi j'ai voulu travailler aussi en accord avec la scénographie et la dramaturgie de la pièce sur des personnages très ancrés dans le monde réel, travailler sur des fusions de plein de vêtements pour travailler cette matière du vêtement un peu pauvre, mais le rendre beau par la déchirure, l'usure et la patine, le rendre quand même attractif, attrayant, mais par certaines... même si trouver une certaine beauté dans la pauvreté des silhouettes. Je m'appelle Margot, j'ai 24 ans et je viens d'être diplômée en conception sonore à l'ENSAT. J'ai atterri sur ce projet parce que j'ai rencontré Karim lors de ma prod 1 à l'ENSAT. J'ai travaillé avec Dominique Pitoiset sur le son d'une nuit d'été. Donc je faisais la conception sonore en binôme avec une autre élève de ma classe. Et
grâce au travail d'Olivia Château qui s'occupe des relations internationales, il y a l'idée qui a émergé de faire une collaboration entre l'ENSAT et une école nationale de cirque au Maroc à Salé, donc l'école Chemsi. On a eu la chance de partir à 7, qui travaillait sur la prod 1, pour découvrir l'école de Chemsi, et c'est Karim, donc metteur en scène marocain, franco-marocain, qui nous a accueillis, nous a fait découvrir l'école et ce qui se passait dans ces lieux. J'ai recroisé Karim en juin, je crois. Il m'a demandé ce que j'allais faire après et je lui ai dit que je ne savais pas. Et il m'a dit, bah si tu sais, tu vas travailler avec moi. Et j'ai dit, ah bon. Et du coup, c'est comme ça que j'ai été engagée pour faire donc toute la conception sonore du spectacle Playa. Donc pour le moment, après plusieurs semaines de travail, plusieurs idées sont ressorties, mais comme Karim travaille écrit au plateau, c'est un peu compliqué pour le moment en son d'avoir une idée bien définie du projet. Mais par exemple, je lui ai parlé d'utiliser des capteurs, donc c'est des petites capsules piezo, sur la structure qu'a construite Caroline en scénographie, donc la structure métallique. Comme les circassiens l'utilisent beaucoup pour faire des acrobaties, je me suis dit que ça serait intéressant de récupérer le son en direct et de le trafiquer. Et pour le moment, l'idée qui est ressortie, c'est de partir d'images lisses sonores et de petit à petit la décaler pour créer un effet un peu étrange en son. Donc partir par exemple, j'ai déstructuré le son d'une vague pour qu'à la fin on reconnaisse plus du tout que c'était le son d'une vague par exemple. On a aussi, Karim nous a aussi demandé de transmettre notre savoir aux étudiants qui sont ici. Donc par exemple, il m'a dit que conception sonore ça leur parle pas plus que ça. Donc l'idée c'est aussi de leur montrer comment je travaille. Donc par exemple la dernière fois je leur ai fait écouter à partir de juste le son d'une seule goutte d'eau. Je leur ai montré comment on pouvait créer une petite mélodie très simplement et décaler à partir d'un seul son, faire plein de choses intéressantes. Pareil avec le cri d'une mouette par exemple. Donc je sais pas si ça sera utilisé sur le spectacle, mais en tout cas ça intéresse à Karim. Et il y a aussi un travail qui va être musical, de composition musicale. Donc c'est Jérôme qui est venu 2 jours et c'est le rythme Hamacha. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Et c'est ce rythme-là qui va être un peu le cœur rythmique en son du projet Playa. Donc pour l'instant, moi je vais essayer de l'intégrer de différentes manières. Et à différentes vitesses, mais comme on ne sait pas vraiment, enfin pour l'instant j'ai pas la dynamique du spectacle, pour l'instant c'est ça qui est un peu compliqué pour moi. En gros, ça m'intéresserait de travailler le son des costumes, parce qu'il va y avoir des costumes sonores, des matières de récup que Léa veut utiliser pour faire des costumes, qui m'intéressent énormément en son, donc à voir ce que je vais en faire. Les bandes magnétiques, si elles arrivent à en récupérer aussi, ça peut faire des choses assez chouettes s'il y a une masse de bandes magnétiques qui se déplace. Le sol, j'attends de voir ça va être quoi le sol pour voir si je l'utilise aussi en son. Il va y avoir des objets intéressants. Moi ça m'intéressait, ces objets, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça peut être utilisé en son? Si c'était une vieille radio ou un mégaphone aussi. À un moment j'avais pensé au mégaphone, comme ça fait penser un peu au message d'alerte sur la plage, et en même temps il y avait le côté si on traitait des migrants sur la plage, le côté un peu plus stressant. Donc tu vois, pour le moment c'est plus des idées que j'ai pas trop pu mettre en œuvre encore. Mais principalement moi mon travail ça va surtout être autour de la structure métallique en scénographie.